cinq thèmes qui sont issus du programme d'Emmanuel Macron, même si je ne suis pas dans le mouvement Rassemblement en marche. Je suis capable de dire que ces points-là sont des points que nous avons en commun. Je pense très sincèrement que c'est des bons points. Donc je suis totalement prêt et disposé, si je suis élu député, à les soutenir au niveau de l'Assemblée nationale, parce que ça me semble éminemment important. Les points qui suivent, je suis moins en phase avec le président de la République, parce qu'effectivement, c'est un petit peu normal. Il voit l'agriculture, par exemple, un peu différemment du 7e arrondissement de Paris que moi qui la vois en tant qu'agriculteur personnellement. Et ça, ceci peut se comprendre, mais je pense qu'on est avant tout complémentaires. Là où je souhaiterais mettre l'accent un petit peu plus, c'est sur la dernière page, au dos du document. C'est très sincèrement vous indiquer que je souhaiterais avoir une position un tout petit peu différente que celle qu'on a connue jusqu'à présent dans notre arrondissement. Effectivement, des lois importantes ont vu le jour durant le dernier mandat de nos députés. Et si j'avais été député le dernier mandat, il y a des choses que j'aurais sans doute fait différemment que le député sortant. À savoir, quand la loi NOTRe était sur l'établi ou était en discussion, il me semble qu'il aurait peut-être été intéressant d'inviter à un certain moment les élus municipaux et plus précisément les maires pour avoir un petit peu leur avis sur la question de la loi NOTRe. En revanche, cela n'a pas été tellement fait, la concertation n'a pas eu lieu, aussi peu qu'elle a eu lieu par rapport à cette élection sur les candidats qu'on pouvait peut-être mettre et ceux qu'on pouvait un petit peu moins mettre. Donc il n'y a pas eu de concertation, et cette concertation, je l'ai provoquée sur mon canton historique. Elle n'existait pas au moment où je suis arrivé en tant que conseiller général sur le canton de Phalsbourg en 2001. Aujourd'hui, elle a lieu et elle dure. Et je pense que c'est important qu'une concertation entre les gens soit mise en place. Et ça, c'est le point le plus important de notre programme, parce que je pense que si on n'associe pas la base, ni les acteurs économiques, ni les acteurs associatifs au débat, il me semble qu'on peut se tromper et qu'on peut être à côté. Moi, je vois le rôle du député. Certes, son rôle, c'est de voter les lois ou de ne pas les voter. Ça, c'est autre chose. De participer à la vie de l'Assemblée nationale. En revanche, je pense qu'avant tout, et c'est la partie la plus importante de notre programme, c'est d'être l'ambassadeur du territoire. Il doit être, à mes yeux, le député doit être, à mes yeux, le porte-parole des citoyens de notre circonscription. Donc ça, c'est bien sûr ce que je souhaiterais mettre en place. Des groupes de travail, bien sûr, sur des sujets divers et variés. Donc le groupe de travail, par exemple, sur les affaires qui concernent les municipalités, c'est les 261 maires. C'est aussi simple que ça. On peut réunir en plusieurs fois. On ne va pas faire venir, par exemple, les maires de l'ancien canton ou, par exemple, de Morange. On ne va pas les faire venir sur Sarrebourg. Je pense qu'il y a lieu de mener la concertation le plus près possible du terrain et organiser plusieurs réunions. Ceci pour un exemple, mais on pourrait en trouver d'autres dans le monde associatif, dans le monde du travail, dans la vie de tous les jours. Je pense qu'il y a lieu d'organiser cette concertation et donc cette présence sur le terrain. Donc c'est pour cette raison, et si vous me le permettez, je fais passer une feuille autour de la table. Si vous voulez bien mettre vos noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone, et surtout les adresses mail, parce que bon, c'est le moyen le plus efficace aujourd'hui de communiquer ensemble. Et c'est un petit peu pour cette raison, si vous voulez bien, c'est sur la base du volontariat, il n'y a aucune obligation à ça, mais je pense que c'est un point essentiel de notre programme, c'est cette communication sur le terrain pour que les gens effectivement puissent s'exprimer et puissent avoir un ambassadeur à Paris. Alors comme je le disais précédemment, notre programme se décompose donc en deux parties.
les points où je suis totalement en phase avec le président de la République et des points où je suis un tout petit peu moins en phase. Donc, je suis élu indépendant au département, comme je vous l'ai dit, membre de l'UDI. Je ne serai pas un député bonbon oui-oui, ça c'est sûr. On ne va pas s'amuser à être systématiquement d'accord avec le président de la République ou avec le gouvernement, qui est aujourd'hui, ayons le courage de le dire, un gouvernement provisoire, parce que le président de la République a annoncé publiquement que les ministres qui ne seraient pas élus députés seraient remerciés. Donc par rapport à ça, il y aura automatiquement, à l'issue des législatives, des remaniements au niveau du gouvernement. Donc pour l'instant, on ne sait pas dans le détail qui c'est qui occupera les postes prépondérants à l'avenir. Donc, le premier point à notre programme, c'est bien sûr renforcer la coopération au sein de l'Union européenne. Je pense que c'est un point essentiel du programme du président de la République, pour une raison bien simple, c'est que tous les candidats au présidentiel en ont parlé, et certains ont quand même décrié l'Europe. Alors l'Europe, inutile de le rappeler, vous le savez toutes et tous, a été créée après la Seconde Guerre mondiale, pour garantir l'autosuffisance alimentaire. Donc j'y reviendrai tout à l'heure lorsqu'on parlera d'agriculture, mais je pense quand même que c'est quelque chose d'essentiel qui doit durer, mais qui doit être un tout petit peu modifié sur un certain nombre de sujets. Voilà, on ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais je pense que c'est important. Le deuxième point, c'est la moralisation de la vie publique. Alors la moralisation de la vie publique, on ne va pas s'étendre pendant toute la soirée sur la question. On en a parlé durant l'élection présidentielle, mais il me semble que ce qui s'est passé au niveau d'un certain nombre d'hommes politiques mérite effectivement des sanctions et mérite surtout de ne plus jamais se reproduire. Et rassurez-vous, si je suis élu député, ma famille ne sera pas mon attaché parlementaire. Ça, c'est quelque chose qui est sûr et qui est gravé dans le marbre. Je pense que ça, c'est évident. Mais je pense que la moralisation commence un tout petit peu mal, je dirais. Ça commence un petit peu mal, et je trouve surtout que ça commence mal sur notre arrondissement. Je vais quand même vous citer 2-3 exemples. Je n'étais pas présent à la réunion de Vic, je ne connais pas les détails de la réunion. En revanche, j'étais présent à une réunion sarrebourgeoise où un candidat s'est quand même virulemment exprimé à l'égard du président de la République fraîchement élu. Je vais le dire dans les termes qui ont été évoqués. C'était une réunion qui s'est passée très peu de temps après l'élection présidentielle. Ce candidat nous a clairement indiqué qu'il avait voté pour Emmanuel Macron quelques jours auparavant. Et ça ne l'a pas gêné d'évoquer un cas particulier et un cas personnel. Il a clairement dit qu'il avait un garçon de 10 mois, jusque-là rien de transcendant, et que ses grands-parents lui avaient acheté un âne à bascule. Alors un âne à bascule, moi je ne savais même pas ce que c'était. Nous on disait couramment un cheval à bascule, je ne sais pas comment vous disiez. Voilà. Lui il a appelé ça, ce candidat a appelé ça un âne à bascule. Et donc au goût de sa conjointe et à son propre goût, il était nécessaire de donner un nom à cet âne. Le choix qui a été fait, c'est de l'appeler l'âne Macron. J'ai trouvé ça totalement déplacé lors d'une réunion où la salle des fêtes de Sarrebourg était comble. Désolé de le dire. Quand on parle de moralisation de la vie publique, il me semble que ces pratiques-là sont totalement à proscrire, mais pour l'instant, bien sûr, ces gens-là n'ont pas grand-chose en mandat, ne savent pas forcément la responsabilité que cela comporte. Et donc il me semble que ce sont des remarques gratuites qu'il faudrait peut-être éviter dans le cadre de la moralisation. L'autre exemple que je souhaiterais citer, c'est un cas qui s'est passé donc à une réunion publique à Falcourt, réunion publique qui ne s'est pas très bien passée avec les militants et autres. Et pour couronner cette belle réunion,
La candidate a donc déjà, ses enfants étaient présents dans la salle et couraient dans tous les sens, donc ça ne dérangeait personne à part tous les participants. Et donc pour couronner le tout, juste avant la fin de la réunion, la candidate a sorti une grande chemise, a sorti son enfant qui est né il y a 3 semaines et a commencé à l'allaiter en pleine réunion. Donc quand on parle de moralisation de la vie publique et de la vie politique, excusez-moi si je relate ces événements, mais il me semble quand même que ça mérite d'être souligné, et ce n'est pas de cette façon que j'ai appris à faire de la politique. Je suis peut-être de l'ancienne école, j'ai été formé, passez-moi l'expression, par un Vicquois. J'étais, comme je vous l'ai dit, conseiller général lorsque Philippe Leroy, donc habitant de cette commune, était président du conseil général à l'époque. Mais je ne suis pas sûr s'il aurait cautionné les deux pratiques que je viens d'évoquer. Et on ne va pas en faire un fromage, mais je pense qu'il est toujours bon que les gens savent à quoi ils sont comparés et à quoi ils sont confrontés, me semble-t-il. Quand on dit des questions peut-être, ne vous gênez pas. Non, mais bon, vous pouvez poser des questions au fil de l'eau, moi c'est pas un problème. C'est pas un problème. En point numéro 3, le président de la République disait sur son programme renforcer les moyens de l'armée. Je suis totalement en phase avec ce point-là, pour une raison bien simple, c'est qu'aujourd'hui, le parc, premièrement, de l'armée est très vieillissant. Il mérite effectivement un coup de jeunesse. Mais je crois que ce qui est encore important, c'est que nous sommes confrontés à une problématique nouvelle. Je crois que le terrorisme, c'est quelque chose de nouveau, et il me semble essentiel que ce soit l'armée qui se charge de cette question pour régler ce problème, parce que je crois que systématiquement, à travers nos communes, notre pays et nos pays voisins, il n'est pas supportable et pas acceptable que des gens qui ne sont pas responsables de quoi que ce soit paient du prix de leur vie un certain nombre de situations. Donc je crois que là, il faut réagir et il faut que l'armée en fasse son affaire. Donc là, sur ce point-là, il est nécessaire, me semble-t-il, de mettre un tout petit peu plus de moyens dans l'armée française. En point numéro 4, j'ai indiqué la tolérance zéro pour la petite délinquance. Ça me semble essentiel parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on discute avec les maires, quand on discute avec des services de gendarmerie ou de police, on se rend malheureusement compte que les petits délinquants, bien souvent, ne sont absolument pas punis par rapport à leurs faits. Et donc, par rapport à ça, je proposerai à titre expérimental, nous avons suffisamment de casernes militaires vides, qui sont clôturées, où on peut effectivement créer de l'activité. Et donc, mon idée par rapport à ça, c'est de créer des centres fermés dans lesquels on forme ces jeunes dans les métiers dont nous sommes en déficit. Je crois que la campagne présidentielle nous a appris, pas un chiffre très précis, selon les sources, on était entre 4 et 6 millions de chômeurs en France. C'est dramatique, c'est évident. En revanche, il me semble que ce qui est encore plus dramatique, et j'y reviendrai dans quelques instants, c'est que nous avons aussi 1,5 million d'emplois non pourvus. Je crois que par rapport à ça, c'est dramatique. Et si on peut former ces jeunes qui ont certes des parcours divers et variés, mais qui ont souvent aucune spécialisation et qui n'ont aucun métier, il me semble quand même que ces centres fermés pourraient d'une part les sanctionner et d'autre part les former dans des métiers divers et variés. Donc voilà un petit peu mon idée là-dessus, sur cette tolérance zéro, parce que on a effectivement des confrères, je vais le dire ainsi, qui eux préconisent la construction de prisons. Il me semble, c'est certes nécessaire, mais il me semble que construire des prisons, c'est une chose,
mais à la sortie, quand on mélange tous les publics dans le domaine carcéral, on se rend compte que les petits délinquants, malheureusement, ce qu'ils ne savent pas encore, ils l'apprennent en prison. Donc par rapport à ça, je suis largement plus favorable dans la petite délinquance de créer des centres fermés pour qu'il y ait une partie formation. Et je crois que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Victor Hugo l'a dit bien avant moi, celui qui ouvre une école ferme une prison. Donc par rapport à ça, je pense que je suis largement plus favorable à la formation plutôt qu'à la répression. Donc l'après-midi, je suis souvent en campagne électorale, enfin même tous les jours. Le matin, je le consacre à rencontrer des maires et également à rencontrer les chefs d'entreprise. Alors à l'unanimité, les chefs d'entreprise me disent à peu près pareil, qu'il faut moins de normes. Les entrepreneurs croulent aujourd'hui sous les normes, sous les contraintes administratives, sous les charges également. Donc on ne va pas s'étendre sur la question, mais je pense qu'il est très important que la lourdeur administrative et financière soit revue et corrigée à la baisse pour nos entreprises, parce que, je vais citer un simple exemple, aujourd'hui il y a des seuils qui sont remarquables, et j'ai rencontré un entrepreneur dans une commune près d'un site intéressant de Moselle, proche du plan incliné de Saint-Louis-Artzwiller, que vous connaissez sans doute, qui me disait la chose suivante. J'ai créé une entreprise, donc c'est une entreprise qui produit des poêles à faïence, c'est l'entreprise Oliger France, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui disait la chose suivante, et Marcel Lanz évoquait ce point en disant « J'ai créé cette structure, cette entreprise en 1970, nous sommes 49 salariés depuis de longues années, et nous pourrions tranquillement avoir 80, 90, 100 personnes dans notre entreprise. Pourquoi nous ne le faisons pas ? C'est le seuil des 50 salariés qui lui pose problème. Et récemment, j'ai pu suivre une émission télévisée donc moment intéressant où il était évoqué justement les contraintes du passage au-delà des 50 salariés. Donc il faut savoir qu'il y a 65 contraintes supplémentaires lorsqu'on passe le cap des 50 salariés. Pardon ? Le cap des 50. Quand on passe le cap des 50, il y a 65 contraintes supplémentaires. Il y a le cap des 12, des 11, 12, j'ai eu voilà. un problème, j'ai pas passé le cap. Ah, c'est pour ça mon patron, Oui, il a même voulu pour passer un dossier. Voilà. Nous 10. Il y a plein de contraintes. Donc il y a des contraintes, voilà. 65 contraintes qui... ça refroidit ça. Voilà, donc cet entrepreneur me disait la chose suivante, il sous-traite une partie, notamment la partie commerciale, où il a des agents qui sont rémunérés à la commission, mais c'est des indépendants et ne font pas partie de l'entreprise pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc je pense que ça réellement c'est un frein. C'est un frein pour l'emploi rural, c'est aussi un frein pour nos petites communes parce que Saint-Louis est une commune de 700 habitants et donc sur les 49 salariés, il y en a 25 qui sont de la commune. Donc c'est des gens qui viennent à pied au travail, qui sont toujours disponibles et donc je crois que réellement pour nos communes rurales c'est un point négatif, cette contrainte. Et il y en a d'autres, hein, j'ai cité cela comme exemple. Voilà, donc avec les points, donc bien sûr, je suis favorable à la suppression du RSI, ça c'est quelque chose qui est sûr, et je suis également favorable à l'accès au chômage des professions libérales. Vous prenez aujourd'hui un commerçant qui pour une raison X ou Y, ou un artisan pour une question d'impayé par exemple, perd tout au niveau de son entreprise. Donc non seulement il est déjà souvent garant du capital et il est obligé de mettre en hypothèque ses biens personnels lorsqu'il emprunte pour le compte de son entreprise, mais encore lorsque ça se passe mal, et je connais des artisans qui ont mis la clé sous la porte à cause d'un impayé, ça c'est arrivé, même s'ils ont fait leur travail
convenablement toute leur vie, ben, tout d'un coup, ben, ils ont un coup dur et ils ne touchent même pas l'assurance chômage alors qu'ils y ont cotisé durant de longues années. Donc ceci, je pense que c'est inacceptable et qu'il faut ouvrir le droit au chômage à tout le monde dans les mêmes circonstances. Voilà un petit peu mon idée par rapport à ce point. Des questions peut-être sur ces projets? Rien qui vous choque. Voilà, vous parlez quelques instants de l'agriculture. Je vous ai dit que je suis moi-même agriculteur. Donc aujourd'hui, et là où je ne suis pas d'accord avec le président de la République, c'est qu'il faisait une grande promotion de l'agriculture biologique. Personnellement, l'agriculture biologique, c'est sans aucun doute un bon moyen de production, c'est un bon moyen de commercialisation, mais je dirais simplement méfiance. Méfiance déjà sur la qualité de certains produits, pas tous, mais bon, il y a quand même à boire et à manger, c'est le cas de le dire. Et je pense que ce qui est surtout relativement impressionnant, c'est le prix de ces produits. Et aujourd'hui, il me semble qu'un ouvrier qui gagne 1200 ou 1400 euros, ou encore 1500 euros, s'il a 5 bouches à nourrir autour de sa famille, ça va être compliqué d'être effectivement adepte de l'agriculture biologique, de nourrir sa famille avec des produits bio, quand on voit, comme je le disais précédemment, le prix de ces produits. Donc plutôt que d'être dans le tout industriel, moi je suis plutôt donc à mi-chemin entre l'agriculture biologique et l'agriculture vraiment très industrielle. Je suis pour l'agriculture raisonnée. Ça se pratique déjà dans un certain nombre de secteurs et donc voilà, on soigne les plantes, on soigne les animaux, mais avec modération, je dirais. Et je pense que c'est surtout cette situation qui me semble intéressante et qui me semble également être l'agriculture de l'avenir. Parce que de toute façon, c'est sûr qu'il faudra revenir en arrière sur les pratiques historiques. Ça, c'est quelque chose qui me semble évident. On ne pourra pas continuer pour des raisons évidentes d'environnement dans les mêmes conditions qu'on produisait jusqu'à présent. En revanche, le bio, je n'y crois pas. Pour une raison bien simple, et je le disais précédemment, l'Europe a été créée après la Seconde Guerre mondiale, pour obtenir l'autosuffisance alimentaire. Depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avons artificialisé énormément de terres agricoles. Nous perdons en France tous les 6 à 7 années, l'équivalent d'un département agricole. Donc faites le compte, depuis la Seconde Guerre mondiale, on en a perdu quelques-uns et il me semble essentiel que l'agriculture raisonnée perdure parce qu'avec de l'agriculture biologique, on n'aura plus à moyen terme l'autosuffisance alimentaire en sachant également que la population mondiale augmente chaque année. Bien sûr, au niveau de l'agriculture, je suis favorable qu'elle devienne un petit peu rémunératrice pour ses acteurs, parce qu'à ce jour, l'agriculture n'est malheureusement pas rémunératrice et bon nombre d'exploitants agricoles sont au bord de la faillite. Quand on voit effectivement les cours qui sont pratiqués et quand le climat s'y met encore un petit peu, donc ça devient éminemment compliqué pour ces exploitants. Le point suivant, c'est maintenir les écoles rurales. Maintenir les écoles rurales et ne plus fermer de classe lorsqu'il manque un élève. Je crois que c'est une pratique qui ne pourra plus durer pour une raison bien simple, c'est que je siège également en tant que conseiller départemental depuis de longues années dans les collèges. Aujourd'hui, je siège au conseil d'administration de 3 collèges et le résultat est à peu près identique dans les 3 collèges. Nous nous situons à l'heure actuelle entre 5 et 8% de jeunes gens qui arrivent en classe de 6e et qui ne maîtrisent pas les fondamentaux. C'est-à-dire qui ne savent pas ou qui savent à peine lire et écrire.
Rassurez-vous, ce n'est pas des populations étrangères, c'est des Français aussi français que nous le sommes autour de la table. Je ne voudrais pas qu'on passe dans un autre registre de débat. Ça n'est pas l'objectif de la soirée, mais ceci me semble inquiétant et on ne pourra plus accepter, je ne pourrai pas accepter au niveau de notre secteur rural qu'on ferme des écoles parce qu'il manque 1 ou 2 élèves. Je crois que ceci est inacceptable. Peut-être également, si tu permets de rajouter, que c'est un gros problème. Moi qui m'occupe des jeunes de 16 à 26 ans et des plans d'apprentissage, je peux vous dire que c'est la raison pour laquelle l'apprentissage est extrêmement freiné aujourd'hui. C'est que les entreprises qui prennent ces jeunes, en pâtisserie, boulangerie par exemple, on va être dans un désert de boulanger dans le futur là, hein, et on essaie de faire des efforts considérables avec la fédération des boulangers. Ils ne comprennent même pas ce que c'est que 1340 grammes. Ils sont capables de vous mettre 13 kilos de farine, quoi. Ils ne convertissent pas. Non, ils ne convertissent pas. Au niveau du comptage et de l'apprentissage de la lecture et de la conjugaison, dans une recette, quand on met, vous savez les dames, quand on met tourner, vous faites cuire si c'est cuisiné, si c'est à faire ou si c'est déjà fait. Le verbe est conjugué ou non. Ils ne le comprennent pas. Donc c'est vraiment un problème et c'est 3 jeunes sur 5 qui ne sont pas gardés à cause de ça. C'est quand même c'est alarmant. Hein. Moi qui m'occupe de l'apprentissage, je peux vous dire que c'est très alarmant. Mais c'est dû à quoi aussi? C'est dû les fondamentaux. C'est pas dû aux enseignants aussi qui ont une autre méthode pour apprendre. Je sais pas. Oui, le programme a changé. Enfin, il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'éducation. Il y a eu la méthode globale de lecture à un certain moment qui était juste une catastrophe. Bien heureusement, ils sont revenus en arrière. Je crois que, et là je peux en témoigner, c'est une méthode qui est vieille d'une quinzaine d'années. Mon fils, qui a 19 ans aujourd'hui, était effectivement dans ces périodes où ces pratiques ont été mises en place. Je peux simplement vous dire qu'il commençait à apprendre à photographier des mots sans même connaître l'alphabet. Donc ils apprenaient à lire sur le visuel. Donc vous pouvez comprendre que l'orthographe et la grammaire... Parce que maintenant ils sont quand même aidés avec les outils informatiques. Attendez, il y a quand même plein de choses. Oui, mais c'est une évidence. Mais ils peuvent aller regarder avec quand ils ne sont pas sûrs. Il y a plein de méthodes. Oui, bien sûr, mais je crois qu'on... Puisse pas savoir lire en arrivant au 6e. Savoir lire, ça me dépasse. Mais ah non, il y en a carrément. Non, ils ne savent pas lire. Oui, il y en a qui ne savent pas lire, mais je veux dire, ce qui est pire que ça, c'est qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et pour aller à un travail, on a beau se servir de l'informatique aujourd'hui, même si les enfants sont à l'aise avec des portables, avec des tablettes, etc. S'ils ne comprennent pas ce qui est indiqué pour un travail ou autre, c'est compliqué. Voilà, donc ça me semble tout de même une problématique et la ruralité est souvent le parent pauvre et mérite d'être défendu outre mesure par rapport à toutes ces questions. En ce qui